Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Nick Payne est analyste politique. Salut, Nick. Salut, Alexandre. Dis-moi pas qu'il y a encore des tensions chez Québec solidaire en lien avec l'investiture à venir dans Jean Talon là, à la suite de la démission de la députée de la CAQ. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ben moi aussi, je cours après les tornades, hein, donc j'essaie Nick, d'observer ça. pas. Ah, on m'entend? On m'entend pas? Ah, là, c'est revenu. Oui, je suis vas-y. là. Ah, oui. Ah, salut, Voilà, Alexandre. c'est revenu, petit tour de magie. Ben, j'étais en train de te dire que moi aussi, je cours après les tornades. Là, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de Québec solidaire. Il y a de la tempête un petit peu. Ben, Ouais, il y a des ça. nuages qui tombent. Voilà. Évidemment, c'est l'enjeu de la parité là, qui est toujours au Mhm. cœur des débats, mais ça va plus loin que ça. Et à travers les témoignages de 2 militants de Québec solidaire publiés récemment sur les réseaux sociaux, je t'ai préparé un petit tour d'horizon qui rend bien compte là, de deux lignes de fracture qu'il y a au sein de Québec solidaire, qui se recoupent dans une certaine mesure. Commençons par la militante Élie Sanne. C'est une autrice également qui a publié un livre sur la grossophobie, les standards de beauté, tout ça. Récemment, elle est, si je comprends bien, assez bien en vue dans ce parti. Elle a du tir en dos puisque dans une publication Facebook des derniers jours, sous laquelle il y a des interactions, là, puis on voit apparaître notamment le président du parti, Émilie Sartérien aussi. Donc, elle, c'est pas quelqu'un qui parle tout seul dans son coin. Et Madame Sanne fait deux choses. D'abord, elle découpe Olivier Bolduc, le candidat qui ne veut pas céder sa place dans Jean Talon, en petits morceaux. Elle ne tarit pas de mauvais commentaires sur son cas. Je vais passer là-dessus. Elle va plus loin. Elle parle globalement de la question de la parité à Québec solidaire. Elle parle, par exemple, de comment on peut être un allié, hein, un vrai allié. Elle dit, être un vrai allié, c'est accepter de perdre ses privilèges et le spotlight pour le greater good. Les progressistes parlent beaucoup en anglais comme ça. Elle ajoute que c'est une proposition qui fait basically l'unanimité chez QS. Elle explique aussi que monsieur et madame tout le monde sont contre la parité forcée parce qu'ils comprennent pas au fond qu'on a des biais pro-masculins en politique et qu'il faut des quotas pour les contrebalancer. Tout ça va dans le sens de l'idéologie, mais surtout, ce qu'on voit donc à travers le témoignage d'Éliane Sanne, c'est vraiment une prise de position très forte, très marquée contre M. Bolduc et contre tous les hommes qui voudraient se mettre en travers là, de la question de la parité. Mais Nick, c'est que ça le place tellement d'une position inconfortable. Ah, c'est fini pour lui. Là. Non, c'est terminé. C'est sûr qu'il fasse. L'investiture, c'est dimanche, là, le 6. Il ne sera pas élu, c'est bien évident, parce que parmi ceux qui ont appuyé ou commenté ce statut, il y a de nombreuses... des petites personnalités du petit monde militant de Québec solidaire, là, des gens qui assurément veulent être vus comme étant de bons alliés féministes, comme étant du côté de la majorité. Je pense au blogueur Xavier Camus, là, qui a déjà fait parler de lui dans les médias, par exemple, et plein d'autres. Alors, bref, on voit là que probablement chez les militants les plus motivés, les plus impliqués, il est très, très clair que dans Jean Talon, ça passera pas, là, M. Bolduc. Ensuite, il y a le témoignage d'un autre militant qui est fort intéressant. Lui, il s'appelle Simon-Pierre Baudet. Lui, il a écrit un texte, alors dans lequel d'abord il est très fâché contre les hommes et contre le patriarcat, hein, c'est-à-dire que les hommes ne sont jamais à leur place, donnent tout le temps leur avis quand on leur a pas demandé, se sentent légitimes par défaut, se trouvent intéressants, ne sont pas capables de se taire. Accessoirement, il dit ça lui-même dans un texte de 72 paragraphes, donc c'est un peu drôle, mais quand même... un peu d'introspection à faire. Oui, c'est ça. Et il donne donc son avis sur la question de la parité à Québec solidaire, mais plus largement, ce qu'il dit, c'est que ce parti est aujourd'hui mené par un boys club qui est construit autour de Gabriel Nadeau-Dubois, un boys club bourgeois qui impose des candidatures à partir du haut et qui force par toutes sortes de manœuvres et de techniques qui sont celles de la politique ordinaire qu'on fait depuis toujours, là, dans le fond. Donc, qui impose ces candidatures-là. Et donc, lui, il dit...
il y a vraiment un problème là, de représentativité, de démocratie au sein de Québec solidaire. Et la question de la parité, si tu veux, n'est pas accessoire là-dedans, mais elle est un corollaire de ça. C'est-à-dire que comme c'est un boys club bourgeois qui mène, évidemment, la plupart du temps, ce sont des candidatures d'hommes qu'on présente, mais aussi des candidatures bourgeoises. Un tel est avocat, on pense ici à Guillaume Clich-Rivard, tel autre est expert en ceci ou en cela, et même la candidate actuelle, Christine Gilbert dans Jean Talon, qui est promue par cet establishment bourgeois patriarcal, elle-même cadrerait dans cet esprit-là davantage que Monsieur Bolduc. Et puis, c'est fort le café, Nick, on l'impose, honnêtement. elle, cette fois-ci, parce qu'on se sent coupable un peu, là, mais on l'impose encore une fois. Et ce courant-là... Ouais. Mais ce que j'allais dire, Nick, c'est que... Il me semble que... Moi, ce que j'ai en tête là, quand je vois Gabriel Nadeau-Dubois, il me semble que c'est pas la définition du boys club patriarcal. Là. Ah, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ah oui, hein? Ben, visiblement... Oui. Il y a une mouvance. Ça fait longtemps que c'est en gestation à Québec solidaire, ça, mais il y a vraiment une mouvance. Il va quand même pas chasser le faisant, Nick, là, sur une île privée. Il n'a pas chassé le faisant. Puis pour une grande partie de nos concitoyens, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le jeune révolutionnaire des carrés rouges, tout ça. C'est pas du tout le cas dans le parti. Il est vraiment vu comme un politicien à l'ancienne, carriériste, qui ramène les vieilles façons de faire de la politique avec lui. Évidemment, comme je t'ai déjà dit sur Québec solidaire, on se demande jamais si c'est l'idéologie qui se trompe. Hein? C'est toujours la réalité qui est dans l'erreur. Ici, peut-être qu'au fond, il y a une forme de test de réalité là, que vit Québec solidaire. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Dans les partis politiques, il y a de hautes instances qui veulent gagner, qui veulent faire des progrès, qui ont tendance à imposer les candidatures qu'elles considèrent de plus grande valeur que d'autres. Et puis, effectivement, tout le monde n'est pas le chef dans le parti et ça peut pas toujours arriver de la base comme un mouvement spontané, pur, propre et plein de bonnes intentions. Alors, cette mouvance-là, elle existe, elle est importante à Québec solidaire et M. Baudet, je termine là-dessus, pose la question, la grande question, c'est quand est-ce que M. Nadeau-Dubois va se tasser pour que sa co-porte-parole féminine soit, aux prochaines élections, première ministrable plutôt que lui? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit lui? Et effectivement, si QS continue de plafonner dans les sondages et de vivre ces tensions internes autour de sa professionnalisation qui plaît pas à certains comme ce monsieur, la question va finir par se poser. On va vouloir le tasser au profit de sa co-porte-parole. Oui, mais en tout cas, allons-y quand même étape par étape. Là, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire l'investiture le 6 août. On verra bien le résultat de tout ça. Ensuite, le gouvernement Legault n'a pas le choix de déclencher une partielle dans Jean Talon dans les 6 mois suivant la démission de la députée en question. Ça va nous amener probablement quelque part à l'automne. Je n'ai pas l'impression qu'on va aller voter dans Jean Talon entre notre portion de dinde puis notre bûche de Noël puis le réveillon du 1er janvier. Alors, j'ai l'impression que ça va se faire quelque part cet automne-là. Et ce sera aussi peut-être un indicateur de l'état de la situation. T'sais, on parle beaucoup de Québec solidaire, mais la formation politique qui a le vent dans les voiles, selon les dernières tendances aussi, même dans ce comté-là, c'était le Parti québécois. Alors, moi, ça aussi, j'ai hâte de voir, mais là, toute la question de la parité a pris effectivement énormément de place dans ce cas-ci chez Québec solidaire dans Jean Talon. Il faudra parler des enjeux du comté aussi. Parallèlement à tout ça, là, je t'amène aux États-Unis, Nick. Il faut absolument revenir là-dessus. Comparution de Donald Trump. C'était la 3e fois qu'on assistait à une scène comme ça en l'espace de 4 mois. Cette fois, ça se passait à Washington. Il faisait face à 4 chefs d'accusation en lien avec l'assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021. Il a plaidé non coupable. C'est pas une grande surprise, mais tu as certainement entendu sa déclaration où il se disait persécuté. C'est un grand persécuté, le Donald, Nick, savais-tu? C'est un grand persécuté et il va se battre jusqu'au bout contre cette élection truquée, frauduleuse, arrangée, organisée qui lui a été volée. Et le reste, il réitère toujours son même propos. Oui. Je prends un petit pas de recul pour dire que toi et moi, cet été, on n'a pas abusé des tromperies, là, hein, Alexandre? Non, c'est la première fois qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Mais parce que Donald Trump, on pourrait en parler à tous les jours. Hein? C'est un spectacle. C'est ça, Donald Trump. C'est un immense spectacle burlesque. Il y a des éléments
qu'on oublie parfois, je voulais revenir là-dessus, sur le phénomène Trump. Là. Oui. Parce que là, je pourrais bien parler de ces dernières inculpations. On verra bien ce qui arrivera de ça. Pour l'instant, ça n'a l'air, encore une fois, que de lui bénéficier auprès de ses supporters. Oui, il monte dans les sondages. Il ramasse de l'argent, il ramasse du gros cash pour sa défense et il monte dans les sondages. Ben oui, il est toujours nez à nez avec Joe Biden aux dernières nouvelles. Là, dans mais à l'interne. Mais à l'interne du parti, ça, c'est flagrant. Il domine vraiment. Puis on voyait, à un moment donné, un graphique où il est parti, disons, cet hiver, là, avant les inculpations, notamment dans l'histoire de Stormy Daniels, dans l'histoire des boîtes de documents secrets dans les toilettes de Mar-a-Lago. On est passé d'à peine, mettons, je pense que c'est 42 %. Et là, on atteignait 54 %. Mais ça, c'était avant son inculpation là, à Washington. Oui. Alors, il va être au-delà de ça. Et pendant ce temps-là, là, t'as DeSantis qui arrête pas le gouverneur de la Floride, qui était pressenti, lui aussi, pour être un candidat peut-être intéressant à l'interne pour les républicains. Il n'y a rien qui fonctionne dans son cas. C'est un flop. Il les domine complètement. Je t'écoute parler, c'est extraordinaire. Autrefois, on parlait, je sais pas moi, du Watergate ou de la guerre en Irak. Aujourd'hui, on parle de boîtes dans les toilettes et puis d'actrices porno. On est rendu là. Mais c'est là que, justement, je voulais aller. Plusieurs partent du phénomène Trump pour dire, voyez la déliquescence du système politique américain. Il faut faire attention. Il y a plein de raisons de trouver que ce système-là est déliquescent, l'omniprésence, l'omnipotence de l'argent, la société du spectacle, tout ça. Mais M. Trump, lui, c'est un cas spécial. C'est, tu l'as dit tout à l'heure, The Donald. C'est une grosse vedette médiatique depuis toujours. C'est aussi l'incarnation, l'icône par excellence de l'homme d'affaires prospère, mais aussi ratoureux, ambitieux, menteur, même à la limite fraudeur ou presque. On vénère ces figures-là, ces personnages-là aux États-Unis d'Amérique. C'est bien vu le self-made man. M. Trump n'en est pas tout à fait un, mais enfin, celui qui, au mépris d'à peu près toutes les règles, accumule des montagnes d'argent et devient très prospère et occupe beaucoup d'espace dans le champ économique et éventuellement médiatique. On aime ça comme ça. C'est glorifier ces gens dont on peut dire qu'ils vendraient leur mère. Autrefois, on dirait vendrait un frigidaire aux Esquimaux. Là. Dans son domaine, M. Trump, c'est bien vu de mentir, de dire « mon produit, c'est le meilleur », même quand tu vends de la camelote. Alors, il fait la politique exactement de la même façon, c'est-à-dire sur toujours de la fausse représentation, de l'hyperbole, du mensonge, du narcissisme. Allez, mettez-en, il y en a, puis il y en a encore. Alors, il a un passe-droit, M. Trump, parce qu'il est encore vu comme ce magnat des affaires, en même temps qu'il est politicien. Personne d'autre pourra, après lui, rejouer ce film-là. Ça serait pas possible. D'ailleurs, c'est ce qui désavantage ses adversaires. Lorsque M. DeSantis fait un peu plus dans la transgression ou dans les pitreries, il perd. Il descend dans les sondages. Pour tous les autres politiciens, les règles habituelles s'appliquent. La gravité nous tire par en bas. M. Trump, lui, ça le pousse vers le haut. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. C'est un homme d'affaires. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans son cas. Puis tu sais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi, je pense qu'il faut lui reconnaître certaines grandes qualités, c'est-à-dire que c'est tout un showman. Honnêtement, il donne tout un show. C'est quelqu'un qui maîtrise à merveille l'art de la communication, l'art oratoire aussi, la mise en marché, exactement, le marketing, le branding. Et en conclusion, Nick, toi et moi, si on avait jasé de ça il y a peut-être 10 ans, OK? On se serait dit, ouais, on exagère, là, les scénarios hollywoodiens, ça n'a pas de sens. Et dis-toi que dans quelques mois... Ben oui, dans quelques mois, on va s'apprêter on va vivre bientôt toute la période des primaires aux États-Unis, là, où on va choisir d'État en État qui représentera le parti. On va se diriger vers la convention républicaine également pour voir qui aura finalement le fameux ticket qui va représenter officiellement les républicains pour cette présidentielle en 2024. Est-ce qu'on aura une élection où le candidat républicain va être, assurément, visiblement, là, empêtré dans toutes sortes de procédures judiciaires? Est-ce qu'il pourrait être emprisonné? Apparemment, oui. Non, mais c'est ça. Alors, il y a des analystes politiques qui disent, est-ce qu'on va assister à une campagne où un des deux candidats pourrait faire campagne derrière les barreaux et s'il est élu, se pardonner de certains crimes?
Bref, l'histoire va s'écrire devant nos yeux et on aura assurément beaucoup de choses à commenter, Nick. Passe une belle fin de Ah oui, semaine. absolument. Merci Ah oui, toi beaucoup. aussi. Salut. Au plaisir. Salut.